6 États sont riverains de cette zone: le Canada, les États-Unis avec l'Alaska, la Russie, la Norvège par sa côte nord et sa souveraineté sur l'archipel du Svalbard, l'Islande et le Groenland, qui est sous souveraineté danoise. Leurs côtes sont baignées par l'océan glacial arctique, donc pas de continent au nord de l'hémisphère nord. Non, c'est un océan. Et tout au long de l'année, cet océan est couvert par la banquise. La banquise, c'est la mer qui gèle. Et quand la banquise fond, cela ne change pas le niveau de la mer, un peu comme un glaçon dans un verre. Alors que les icebergs sont des gros morceaux de glace qui se détachent des glaciers venant des calottes polaires, donc formés d'eau douce. Quand fondent les icebergs, le niveau de la mer monte. Donc il ne faut pas confondre banquise et iceberg. Eh bien, dans cette région du monde, les choses ont cessé d'être stables du fait du réchauffement du climat de la planète. Sur la carte que vous voyez ici, on voit l'extension de la banquise au mois d'août 2012, et puis voici maintenant cette même extension en 1980. Eh bien, depuis une vingtaine d'années, la banquise ne cesse de diminuer en épaisseur, en durée de présence, en superficie. Du fait de l'accessibilité nouvelle permise par ce réchauffement, de nouvelles technologies pour l'extraction, de la forte demande d'énergie venant d'Asie, on change en effet de vision. Toutes zones pouvant contenir des gisements miniers, gaziers, pétroliers sont désormais explorées. Alors justement, que sait-on de l'état des ressources dans l'Arctique? Faisons le tour des États riverains en commençant par le Canada. Au Canada, au Nunavut et dans les territoires du Nord-Ouest, on a une multiplication des indices géologiques de kimberlite, cette roche qui renferme des filons diamantifères. Et l'on trouve des zones diamantifères sur l'île d'Ellesmere, sur l'île de Melville, sur celle de Somerset. On trouve des gisements d'hydrocarbures sur l'île de Cameron, sur l'île d'Ellesmere, sur l'île de Melville, mais aussi en mer de Beaufort, sur le delta de Mackenzie, et enfin, au nord de la terre de Baffin, des ressources en plomb, en argent, en zinc, en or, en cuivre. L'Alaska américain, maintenant, où l'on exploite depuis longtemps le pétrole, notamment le gisement de Prudhoe Bay, qui est l'un des plus importants des États-Unis. Et cette exploitation pétrolière représente un fort risque environnemental. Voici d'ailleurs la zone dite 1002 qui vient d'être autorisée à l'exploitation. Elle se trouve dans la Réserve naturelle nationale de l'Arctique, la NWR selon l'acronyme anglais. C'est une aire en principe protégée, car là vit l'un des plus gros troupeaux de caribous au monde. En Russie, dans la zone arctique, on trouve notamment de l'or, de l'étain, du cuivre, du nickel, du diamant. À l'est de la mer de Barents, il y a l'immense champ gazier de Stockman, qui voit s'associer le russe Gazprom, le norvégien Statoil et le français Total. Pour explorer la mer de Kara, au large de la péninsule de Yamal, Rosneft, qui est la plus grande compagnie pétrolière publique russe, a conclu plusieurs accords, notamment avec l'italien Eni, le britannique BP et le géant américain ExxonMobil. Eh bien, on a observé que Exxon avait, en 2014, déplacé une plateforme de forage située au large de la Norvège vers la mer de Kara. La Norvège a accordé en janvier 2012 26 permis de forêt en mer de Barents, en mer de Norvège et en mer du Nord à la recherche de gaz et de pétrole. Et c'est précisément par le biais de la Norvège que la Chine, qui n'est pas à proprement parler un riverain de l'Arctique, a mis un premier pied dans la région. Sur l'île norvégienne du Spitsberg, à Ny-Ålesund, Pékin a ouvert dès 2004 un laboratoire de recherche, Fleuve jaune. Mais c'est avec l'Islande que la Chine a poussé plus loin ces dernières années divers accords de coopération, accords bilatéraux de libre-échange, accords sur la géothermie et sur les sciences marines. En janvier 2014, dans la zone de Dreki, la China National Oil Corporation a conclu un partenariat avec la compagnie islandaise Aecon pour l'exploitation de gisements de gaz et de pétrole. Autre conséquence directement liée à la fonte des glaces de mer et de la position de l'Arctique sur le globe terrestre, l'ouverture, à terme, de nouvelles voies maritimes. Le passage du nord-ouest au large du Canada, le passage du nord-est au large de la Russie
et une route nommée Pont Arctique allant des côtes russes aux côtes canadiennes et vice-versa. Aujourd'hui, pour aller de l'Europe vers l'Asie, entre Londres et Yokohama, le trajet est de 23 300 km en passant par le canal de Panama et de 21 200 km en passant par le canal de Suez. Eh bien, on passe à 14 000 en passant par le passage du nord-est et à 16 000 par le passage du nord-ouest. D'où pour les compagnies, gain de temps, gain de fuel, donc baisse du coût des équipages et peut-être même baisse des primes d'assurance. On estime que dans 25 ans, le trafic pourrait représenter plusieurs milliers de navires par an. Alors pour le US Geological Survey, cette région de l'Arctique renfermerait environ 10% des réserves de pétrole, peut-être 30% des réserves de gaz. Alors ces chiffres ne sont que des estimations, mais ils ont marqué les esprits et ont engendré cette fièvre exploratrice que l'on voit maintenant dans l'Arctique. Quoi qu'il en soit, si ce potentiel minier se confirme, il entraînera évidemment un trafic maritime beaucoup plus important. Donc il faudra prévoir des navires à coque renforcée, des navires accompagnés par des brise-glaces, ne serait-ce que pour rassurer les assureurs. On se souvient de la pollution majeure entraînée par le Exxon Valdez au large de l'Alaska en 1989. Mais quoi qu'il en soit, cette région libère des icebergs tabulaires absolument gigantesques, entraînant des sauvetages complexes, coûteux et extrêmement compliqués à monter. Et donc on peut toujours essayer de réfléchir à ce que pèserait une plateforme offshore devant un iceberg dérivant.